de passer votre temps de midi en notre compagnie et surtout autour du sujet, la domiciliation en habitat partagé et plus spécifiquement le lien que ça a, l'impact que ça a sur le statut isolé ou cohabitant. Voilà, alors cette présentation n'est pas la première, hein. Il y a déjà eu, et on vous a transmis les liens des autres webinaires qui ont été enregistrés et qui sont sur notre chaîne YouTube. Donc, c'est l'idée toujours, comment créer un habitat partagé. Alors, il y avait plusieurs hypothèses qui ont été abordées. Diviser le bien, et on reviendra en quelques mots sur le permis d'urbanisme, ou alors ne pas diviser le bien au niveau urbanistique, avec soit l'hypothèse B, accepter d'être cohabitant. Alors là, effectivement, c'est quand ça n'a pas d'impact, notamment sur les revenus que l'on a. Et l'hypothèse C, sur laquelle on s'attardera plus aujourd'hui, ne pas accepter ou en tout cas envisager les démarches possibles pour maintenir son statut isolé ou l'obtenir lorsqu'on habite donc en habitat partagé. Alors, on a joint aussi à notre invitation pour le webinaire de ce jour une fiche info qui est plus détaillée, on va dire, que la présentation qu'on va vous faire et qu'on veut continuer à pouvoir enrichir voilà, au fur et à mesure des retours que l'on a. Donc, n'hésitez pas à intervenir par la suite. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir faire correspondre au mieux votre situation administrative, donc la composition de ménage au niveau de la commune, avec votre situation de fait, lorsque on n'est pas en couple avec les personnes avec lesquelles on habite, lorsqu'on n'a pas de lien de parenté avec les personnes avec lesquelles on cohabite, comment faire correspondre donc, la situation au niveau du registre de la population à la situation réelle. Voilà, ça c'est vraiment les premiers objectifs. Alors, on va revenir sur des notions légales tout d'abord et je passe pour ça la parole à Clara. Merci. Donc, comme Véronique le disait, je vais commencer par quelques petites notions. Donc, vous le voyez à l'écran. Donc, les deux premières notions, à savoir celle du logement individuel et celle du logement collectif. Donc, ce sont les définitions reprises dans le Code wallon de l'habitation durable. Donc, le logement individuel, c'est le logement dont les pièces d'habitation, donc le séjour, la cuisine, par exemple, et les locaux sanitaires, la salle de bain, etc., sont réservés à l'usage individuel d'un seul ménage. Alors, le logement collectif, c'est le logement dont au moins une pièce d'habitation ou un local sanitaire est utilisé par plusieurs personnes majeures qui ne constituent pas un seul et même ménage. Et alors, qu'est-ce qu'on entend par ménage? Là, c'est la définition au sens de l'arrêté royal relatif au registre de la population. Il s'agit le ménage est donc constitué soit par une personne qui vit habituellement seule, soit par deux ou plusieurs personnes, qu'elles soient unies ou non par des liens de parenté, qui occupent habituellement un même logement et qui vivent en commun. Cette définition est à mettre en lien avec la jurisprudence qu'on verra par la suite sur la mise en commun. Mais j'y reviendrai par rapport à cette définition un peu après. Alors, je vais dire quelques mots sur le permis d'urbanisme, bien qu'il s'agit ici justement pas du focus sur le permis d'urbanisme et pas sur la question de la division urbanistique du logement, parce que quand il y a une division urbanistique, justement, toutes ces questions ne se posent pas, vu qu'il y a des compositions de ménages qui sont forcément distinctes. Donc, l'article D4.4 du Code du développement territorial, c'est l'article qui prévoit tous les cas de figure dans lesquels il faut donc demander un permis d'urbanisme. Alors, la partie qui nous intéresse, c'est le point 6, donc à savoir la création d'un nouveau logement dans une construction existante. Donc, on est bien ici dans un cas où il s'agit d'une maison unifamiliale et qu'on décide de créer un nouveau logement dans cette maison unifamiliale. Donc, on n'est pas dans le cas de l'habitat groupé classique où chacun est propriétaire de son lot et qu'il y a un partage des espaces collectifs, mais bien dans une maison unifamiliale, on veut créer un nouveau logement. Dans ce cas-là, il faut un permis d'urbanisme. Et le code explique ce qu'il entend par créer un nouveau logement. Et donc, il s'agit
comme vous le voyez sur le slide, donc de créer avec ou sans travaux. Donc, même s'il n'y a pas de travaux qui sont nécessaires pour créer donc, ce nouvel ensemble qui répond donc, aux fonctions de base de l'habitat, qui comprend tous les espaces structurants essentiels de l'habitat. Il s'agit alors de la création d'un nouveau logement et donc il faut un permis d'urbanisme. Et donc, comme je le disais, l'avantage d'avoir cette division urbanistique, c'est que vous obtiendrez des compositions de ménages distinctes. Il s'agit bien de logements d'un point de vue de l'urbanisme. Le bien aussi prend de la valeur. Mais ça a un certain coût, c'est quand même pas mal de démarches et donc notamment la commune peut imposer toute une série donc, de demandes par rapport à la voirie, donc au nombre de parkings du coup nécessaires, par rapport au service incendie, des obligations de mise en ordre de l'immeuble pour l'épuration des eaux usées, etc. Et donc, si vous ne remplissez pas certaines des conditions donc, qui sont prévues dans des règlements communaux et que du coup, la demande de permis est refusée, vous avez la possibilité d'introduire un recours auprès du gouvernement wallon dans les 30 jours. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez le faire en parallèle, encore négocier avec la commune. Et c'est surtout là-dessus qu'on va revenir tout au long de cette présentation, négocier avec la commune pour obtenir la reconnaissance de votre logement comme logement collectif. Et donc, non pas demander une division urbanistique de celui-ci, mais qu'il soit reconnu comme logement collectif. Voilà, je vais laisser la parole à Kelly pour la question du permis de location. Super, merci. Donc voilà, donc là, avec Clara, on vient de voir l'idée d'avoir des logements, plusieurs logements individuels. Quand on est dans la situation où on a des logements collectifs, donc ça veut dire qu'au moins un des espaces de vie va être partagé, donc la cuisine ou la salle de bain, etc., etc. Si un des espaces est partagé et donc qu'il n'existe pas dans la partie privative des personnes, on va être dans un logement de type collectif. À ce moment-là, on a un permis de location qui va être nécessaire, sauf, il y a 3 exemptions que je vais dire également. Donc, ce permis de location, il va nécessiter de répondre à plusieurs critères, entre autres la salubrité, la superficie, le nombre de pièces, l'inviolabilité du domicile. Donc, l'idée est qu'il y a des parties qui sont privatives. Donc, tout ça, il va falloir pouvoir y répondre et il va falloir voir si votre logement va correspondre à ça pour pouvoir ou non obtenir un permis de location. On va le voir et donc il y a des exceptions à ce permis de location qui sont, dans le cas qui nous intéresse, les 2 dernières exceptions. Donc, si le propriétaire vit dans le bâtiment et héberge maximum 4 personnes en plus que lui, donc 4 personnes, ça veut dire enfants inclus. Et de l'autre côté, si c'est un logement unifamilial, donc ça veut dire où le propriétaire, là, il n'est pas dans le logement, ça va être pour une colocation avec maximum 4 adultes. Et donc, on va devoir prouver qu'on est en colocation avec un contrat de bail de colocation. Donc, ça, c'est vraiment 2 exceptions où on ne va pas avoir besoin du permis de location. Je vais montrer des exemples juste après. Donc, ici, donc, avec le propriétaire qui souhaite prendre d'autres personnes avec lui, ou alors colocataire ou en tout cas locataire, parce qu'il ne pourrait y avoir qu'une seule personne avec lui. Et donc, enfants inclus, le permis de location, là, il va, s'il y a maximum 4 personnes, donc 4 personnes ou moins avec le propriétaire, il ne doit pas demander le permis de location. Donc, il ne doit pas répondre à l'ensemble des critères que j'abordais juste avant. Mais du coup, là, dans ce cas de figure-ci, le propriétaire, il ne va pas obtenir les compositions de ménage séparées s'il ne fait rien. Donc, le permis de location, l'avantage, même s'il y a pas mal de critères, c'est que vous obtenez un permis de location et donc des compositions de ménage distinctes. Quand vous êtes dans l'exemption du permis de location, vous ne devez pas répondre à un certain nombre de critères, mais du coup, vous n'avez pas le bénéfice qui est des compositions de ménage distinctes. Et donc là, on va vous inviter à aller en négociation avec la commune si vous souhaitez effectivement obtenir ces compositions de ménage distinctes et donc limiter certains impacts dans votre situation. S'il y a plus de 4 personnes avec le propriétaire, là, on est dans le cas de figure du permis de location et donc répondre aux différents critères. Si à un moment au niveau de la commune, ça ne passe pas, qu'il y a un refus, vous pouvez faire un recours auprès de l'administration régionale et essayer d'aller défendre
votre dossier, de nouveau, vous allez être avec potentiellement des négociations. Donc voilà, il y a des cas de figure qui sont très clairs et très simples. Et il y en a d'autres où, de toute façon, vous avez le droit de vivre, le propriétaire a le droit de vivre avec d'autres personnes et même sans permis de location, mais il va devoir, à ce moment-là, soit accepter d'être sur la même composition de ménage, soit aller négocier avec la commune. Donc ça, c'est pour le propriétaire occupant. Il y a aussi le cas de figure où le propriétaire n'est pas dans le logement, il décide de mettre son bien en location. On a le même scénario. S'il y a moins ou égal à 4 adultes, alors on est en exemption du permis de location. Donc la même chose que le scénario d'avant, hein, quand on n'a pas besoin d'avoir le permis de location, on peut aller négocier avec la commune pour malgré tout obtenir des compositions de ménage distinctes. Ou alors, s'il y a plus de 4 adultes dans la colocation, là, il y a besoin d'un permis de location. Voilà, donc il y a à chaque fois un cas de figure qui est plus simple parce qu'on a moins de démarches administratives pour avoir le droit de vivre là, mais en même temps, pour avoir des compositions de ménage, il va y avoir plus de démarches à faire. Donc voilà, à chaque fois, il y a des avantages et des inconvénients dans les différents cas de figure. Et donc, OK, comment est-ce qu'on fait quand on est dans les cas où on doit aller négocier avec la commune? Comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, donc, soit on va aller négocier sur base du contrat de bail de colocation, dire OK, nous, on a un contrat de bail de colocation, donc c'est que par définition, on ne se considère pas être le même ménage. Et donc, Clara va l'expliquer après. Comment est-ce qu'on prouve qu'on n'est pas le même ménage? Eh bien, il y a aussi de nouveau un certain nombre de critères. Et donc, c'est de dire OK, nous, on vous dit, on n'est pas un couple, en fait, et on ne va pas partager toutes les charges du quotidien. On vous le prouve, entre autres, par le contrat de bail de colocation qui, au niveau de sa philosophie, dit qu'on ne se considère pas ensemble. Donc, il y a l'option aussi de dire, OK, nous, on a un projet d'habitat groupé solidaire. On n'est pas dans de l'habitat familial, on va dire comme ça. On n'est pas un ménage qui vit ensemble. On est sur un projet solidaire et on va aller argumenter par rapport à la commune, par rapport à ça. Et la troisième option, là, ce sont des options que nous, on connaît et qu'on a déjà vu fonctionner. Il y en a peut-être encore plein d'autres, évidemment, qui pourraient exister. Mais donc, ici, ça, c'est celle qu'on a déjà vu exister. La convention tripartite, dire avec la commune, OK, nous, on s'engage pour que tant que c'est ce locataire-ci qui est dans le logement, composition de ménage distincte, mais c'est sur base de ce contrat, cette convention qu'on signe ensemble. Et donc, ça permet à la commune de dire, je ne change pas l'affectation du logement, mais le temps que c'est ce locataire-ci, j'accepte d'avoir des compositions de ménage distinctes. Voilà, donc ça, c'est plusieurs arguments avec lesquels vous allez pouvoir aller vers la commune. Et c'est la part de la commune de voir à quel moment elle suit ou elle ne suit pas tel ou tel projet sur base des critères qu'eux aussi ils vont mettre en place. Donc ça ne va pas être 100% les mêmes réponses par rapport aux communes, c'est leur positionnement aussi par rapport à ces situations-là. Et alors, je passe la parole à Véronique. Oui, merci Kelly. Donc effectivement, Clara et Ellie ont abordé les différentes démarches lorsqu'on est propriétaire, lorsqu'on divise ou pas un bien, lorsqu'on doit demander un permis de location ou pas. Maintenant ici, on va aborder un peu plus profondément les démarches pour le locataire, toujours dans cette visée de pouvoir maintenir ou d'obtenir son statut isolé, voilà, isolé ou avec charge de famille, en tout cas ne pas être assimilé au ménage, à l'autre ménage avec lequel on vit, donc ne pas avoir le statut cohabitant. Donc ici, il y a différentes démarches auprès de la commune, mais aussi auprès des organismes sociaux. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des démarches différentes à faire en fonction du revenu que l'on a, car on sait que l'impact du statut cohabitant, il est surtout important pour les personnes qui ont un revenu de mutuelle, de chômage, de CPAS, qui ont une allocation de handicap ou encore la GRAPA. Et donc, voilà, il y a différentes démarches auprès de ces différents organismes. Ce n'est pas toujours possible d'arriver au final à obtenir le statut isolé, mais ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a légalement des listes et des démarches à effectuer pour essayer, en tout cas, de maintenir son statut ou de l'obtenir lorsqu'on est en habitat partagé. Parfois, c'est aussi prendre le risque d'avoir un refus au final, mais ici, on va
vous détailler, en tout cas aborder les différentes démarches. La première, donc je le disais, auprès de la commune, donc c'est au moment où on emménage dans son logement, au moment donc du passage de l'agent de quartier, c'est de demander le statut TI 140. Donc ce terme-là désigne la demande qu'on veut être reconnu comme une personne de référence du ménage, donc dire qu'on ne fait pas partie du même ménage que les personnes qu'on rejoint, mais qu'on est un ménage à part entière, voilà, en plus dans le même logement. Alors, ce n'est pas l'agent de quartier qui va prendre la décision, lui, il prend acte de votre demande et c'est une décision qui sera prise par la suite par le collège. Dans l'attente de la décision du collège, on met ici qu'il y a toujours moyen de demander une domiciliation provisoire, donc pour être en ordre quand même au niveau administratif. Même chose que pour les permis de location ou d'urbanisme, il y a un recours de toute façon qui est possible à faire dans les 30 jours. Et là, il vous faudra fournir la preuve voilà, que vous n'êtes pas le même ménage, que vous êtes un ménage différent. Donc voilà, il faudra fournir la preuve pour ce recours-là, mais donc une première démarche déjà possible auprès de la commune pour faire valoir son statut isolé ou isolé avec charge de famille. Voilà, je passe la parole à Clara pour les autres démarches donc auprès des organismes sociaux. Oui, merci Véronique. Donc, par rapport aux organismes sociaux, il faut déjà savoir que donc, tous ces organismes ont leur propre législation et définissent déjà chacun la cohabitation. Et donc, à la base, le chômage et la législation par rapport au chômage, revenu d'intégration sociale la définissait. Et maintenant, par rapport à la mutuelle, il y a une circulaire aussi qui reprend cette définition, qui s'inspire des autres définitions et de l'interprétation qui a été faite par la jurisprudence de ces définitions. Et donc, comme vous le voyez ici, il s'agit, donc c'est à chaque fois par législation différente, mais des définitions quasiment identiques, c'est il faut entendre par cohabitation le fait que des personnes vivent sous le même toit et règlent principalement en commun leurs questions ménagères. Alors, cette définition donc, a fait l'objet de pas mal d'affaires portées devant les cours et tribunaux. Et donc, finalement, nous, on va se baser ici sur des arrêts de la Cour de cassation qui ont donc confirmé une jurisprudence plutôt positive en matière, en tout cas, de chômage et de RIS. Comme je vous le disais, depuis la mutuelle, c'est aussi basé sur cette jurisprudence pour prévoir pour définir la cohabitation. Et donc, il y a une circulaire aussi on indique à chaque fois ces législations dans notre fiche colloque. Donc, voilà, vous pourrez y revenir. Mais donc, la Cour de cassation fait une application de cette définition et l'interprète il ressort de ces décisions et il s'agit bien donc de conditions cumulatives. Donc, le fait de vivre sous le même toit n'est pas suffisant pour être considéré comme cohabitant. Il faut qu'il y ait une vie sous le même toit et qu'il y ait un règlement en commun des questions ménagères. Alors, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce que la jurisprudence entend par cette vie sous le même toit? De nouveau, il ne suffit pas de partager la cuisine ou le séjour ou les sanitaires pour considérer qu'il y a cohabitation. Il faut qu'il y ait une réelle intention, une volonté de vivre ensemble d'une manière assez structurée. Et donc, il faut qu'il y ait un partage d'espace signifiant. Comme exemple, dans la jurisprudence, il y a la chambre à coucher qui, là, est un exemple d'espace signifiant. Le cumul aussi de ces espaces, donc s'il y a une occupation en commun de la chambre à coucher, de la cuisine, du séjour et des sanitaires, ça peut être un indice aussi de partage d'espace signifiant et donc de vie, de cohabitation. Un autre indice de cohabitation, c'est le fait qu'il y ait un accès libre à toutes les pièces du logement. Et donc, à l'inverse, si chacun a la possibilité de fermer à clé les chambres, etc., ça peut être un indice de non-cohabitation. Mais donc, en plus de ce partage d'espace signifiant, il faut qu'il y ait un règlement principalement en commun des questions ménagères. Et donc là,
de nouveau, en se basant sur cette jurisprudence, qu'est-ce qu'il en ressort? Premièrement, donc on disait il y a un partage des espaces signifiants, mais il y a aussi un partage des frais signifiants qui doit avoir lieu. Et donc là, à nouveau, la Cour de cassation dit le paiement du loyer ou des charges en commun n'est pas suffisant. Donc, il faut qu'il y ait un partage de frais signifiants comme des courses, un achat de vêtements ensemble, des soins de santé ensemble. Et ça va même un peu plus loin, il faut qu'il y ait au préalable, donc avant de payer ces frais signifiants, qu'il y ait une mise en commun des ressources et donc comme un pot commun et qu'on utilise l'argent qui est mis en commun, oui, pour faire ces frais signifiants en commun. Et encore, même, il faut démontrer, enfin, les organismes sociaux devraient démontrer qu'il n'y a pas de partage, qu'il y a un partage des tâches domestiques aussi. Donc, vous pouvez aussi là démontrer qu'il n'y a pas de partage de tâches, donc de lessive, de courses, de préparation de repas, de nettoyage en commun, etc. La jurisprudence indique aussi clairement que le fait de figurer sur la même composition de ménage n'a pas d'incidence sur la notion de cohabitation. Donc, même si vous n'avez pas obtenu gain de cause, on va dire, auprès de la commune, lorsque vous avez fait vos démarches pour obtenir des compositions de ménage distinctes, donc même si vous figurez sur la même composition de ménage, il est clair que ça ne doit pas, vous pouvez quand même encore vous adresser aux organismes sociaux pour dire qu'il n'y a pas de réelle cohabitation, donc en démontrant qu'il n'y a pas de partage d'espace signifiant, pas de partage de frais signifiants, etc., etc. Là, je vais laisser la parole à Kelly pour la suite. Merci. Donc voilà, ça c'était pour donc, le RIS, le chômage, la mutuelle. Ici, on arrive aux allocations pour les personnes handicapées, donc les allocations du SPF ou qu'on appelle aussi parfois de la Vierge Noire pour son ancienne rue, disons-le comme ça. Donc, pour les personnes handicapées, il y a deux styles de revenus. Alors, le revenu principal, qui est l'allocation de remplacement de revenus, elle peut être impactée par la colocation au niveau de sa domiciliation. Donc, les personnes ont le revenu cohabitant et donc qui est un revenu déduit des revenus de la personne avec qui ils cohabitent. Sauf que ce que nous, on a trouvé dans nos recherches, dans nos contacts avec le SPF, c'est quand, dans le cadre de l'habitat groupé, il y a des possibilités de prouver par donc, les accords écrits, donc par exemple le bail de colocation et donc son pacte de colocation, donc en envoyant les documents écrits qui prouvent qu'on est dans un habitat groupé solidaire, eh bien, d'obtenir malgré tout le revenu isolé ou famille à charge. Donc, ce qu'on peut vous inviter à faire si vous avez ce type de revenu-là, c'est bien d'envoyer votre contrat de bail de colocation, et donc qui, comme je le disais tout à l'heure, dans la philosophie dit « nous sommes deux ménages distincts qui prenons ensemble un même logement » pour, malgré tout, justifier que vous n'êtes pas cohabitant. Donc voilà, si vous ne faites rien, par définition, vous allez avoir ce taux cohabitant. Si vous faites des démarches, vous pouvez justifier et donc obtenir votre taux isolé si vous êtes effectivement donc dans les conditions que Clara a énoncées juste avant. Donc voilà, ça c'est possible au niveau du SPF DG personnes handicapées. Véro, je te passe la parole. Oui, alors un dernier revenu social qu'on appelle la GRAPA. Donc, il s'agit de la garantie de revenus aux personnes âgées. Donc, c'est le complément de la pension. La pension légale, lorsqu'elle n'est pas suffisante, l'État va analyser si on a droit à cette fameuse GRAPA. Alors, c'est l'organisme, on va dire, le moins flexible, dans le sens où il y a peu de négociations, de preuves pouvant apporter qu'on ne fait pas partie d'un même et seul ménage au sein d'un habitat groupé, d'un habitat kangourou, d'une colocation. L'AGRAPA, enfin, le SPF Pension, va regarder vraiment les compositions de ménage. Si on se retrouve sur la même composition de ménage que quelqu'un d'autre qui a des revenus, eh bien, on aura automatiquement le statut cohabitant, donc le taux cohabitant, donc une diminution importante du coût de son revenu GRAPA. Voilà, il y a des exceptions
mais qui sont voilà, connus. C'est lorsqu'on habite avec un enfant mineur, ou alors avec un enfant qui a des allocations familiales majorées, ou alors lorsqu'on habite avec quelqu'un de sa famille, donc en ligne directe, à savoir un enfant, un petit enfant, un parent ou un grand-parent. Mais à part ces exceptions-là, il n'y a pas de marge de manœuvre possible, excepté de revenir vers la commune et d'essayer d'avoir des compositions de ménages différentes. Ce n'est que sur cette base de composition de ménages distincts que le SPF Pension donnera un taux isolé pour l'AGRAPA. Donc voilà, ça c'était pour tout ce qui était organismes sociaux, donc l'impact que ça a sur les différents revenus sociaux, hein, mutuelles, CPS, chômage, handicap et GRAPA. On a encore un dernier slide qui vous dit que l'impact de la cohabitation peut aussi se jouer au niveau des aides sociales, des avantages sociaux, comme on le met ici, à savoir que lorsque pour avoir cette aide sociale, on nous demande la preuve des revenus du ménage, et que si on est sur la même composition de ménage que d'autres personnes, eh bien, les revenus de ces autres personnes rentreront en ligne de compte. Alors, ce n'est pas une fatalité. Là encore, on peut aller interpeller les différents organismes pour leur demander de faire valoir notre situation de fait. On est sur la même composition de ménage, ok, mais on est deux ménages différents dans les faits. On n'a pas de lien de parenté, on n'est pas un couple, on est dans une colocation, dans un habitat groupé, et c'est le cas. Donc, pour le statut BIM, c'est l'ancien VIPO, c'est le bénéficiaire intervention majorée. Donc là, c'est aller interpeller la mutuelle pour faire valoir ce statut-là en disant qu'il n'y a que mon revenu à moi qui doit rentrer en ligne de compte et pas celui de mes colocataires, même s'ils sont sur la même composition de ménage. C'est encore le cas pour certaines primes à la rénovation, les allocations familiales lorsque ça concerne des familles monoparentales, les bourses d'études, ou encore tout ce qui concerne l'aide juridique. On va chaque fois demander pour ces aides-là la preuve des revenus du ménage, et donc du coup, il va falloir parfois un peu batailler, ou en tout cas faire valoir son droit à son statut isolé ou isolé avec charge de famille. Voilà, c'était pour retracer en tout cas là où il y avait des impacts, mais aussi des démarches possibles, même s'il faut parfois batailler. Même si c'est plus complexe, ça en vaut certainement la peine pour faire valoir ses droits. Voilà qui clôture en tout cas notre présentation. On remet ici les deux autres webinaires que vous retrouvez sur notre chaîne YouTube, dont une qui avait été réalisée avec le juriste Nicolas Bernard. Vous avez toujours notre fiche aussi, et puis prochainement la présentation du jour, on espère, si elle a bien été enregistrée.